Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le juré. Le miroir est un objet magique, parfois un oracle, parfois un mensonge. Il reflète ce que l'on veut voir ou ce que l'on redoute. Mais les miroirs, eux aussi, peuvent mentir. Ils renvoient parfois une illusion, celle que l'on veut nous imposer. Le 3 février 2024, Véracité chute mortellement du 5e étage. Son mari, Sagacité, ancien magistrat, évoque un suicide. Pourtant, les preuves et les témoignages reflètent une toute autre réalité, celle d'un meurtre. En tant que représentante de la société, mon objectif sera de vous démontrer la responsabilité pénale de Monsieur Cité en m'appuyant sur les dispositions de l'article 221-4 du Code pénal pour meurtre sur conjoint. L'élément légal est constitué par cet article en lui-même, le meurtre étant puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis, notamment sur le conjoint. L'élément matériel n'étant autre que le comportement incriminé réalisé. Il est bien évidemment caractérisé, c'est parce que M. Cité a poussé Mme Cité qu'elle est décédée. Et l'élément moral n'est autre que la psychologie de l'intéressé vis-à-vis du comportement incriminé réalisé. Dans le cadre du meurtre, l'élément matériel est l'acte positif ayant mené à la mort, et l'élément moral, la volonté de tuer. Alors évidemment, on pourrait se demander s'il s'agit bien de M. Cité qui a poussé sa femme, puisque celui-ci parle d'un suicide de sa part. L'animus necandi, la volonté délibérée de donner la mort. Un meurtre exige un lien direct entre l'intention de tuer et le décès. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2023 l'affirme sans ambiguïté, la volonté homicide doit être clairement établie. Ici, le geste prémédité de l'accusé précipitant la victime dans le vide ne laisse place à aucune autre qualification que celle du meurtre. L'intention homicide est ici évidente et la qualification d'un meurtre s'impose avec évidence. Le but recherché était la mort, rien que la mort. Alors pourquoi parler d'un suicide? Parce qu'il lui fallait tout de suite imposer un récit, parce qu'il savait qu'il fallait guider notre regard vers l'explication la plus commode, celle qui est l'innocente. Mais les faits, eux, ne mentent pas, les témoins, les preuves et la position du corps contredisent la thèse du saut volontaire. Alors qui faut-il croire? Un mari qui, étrangement, savait immédiatement ce qu'il fallait dire, ou une femme qui, avant de mourir, écrivait son angoisse face à un époux dont elle redoutait les excès de colère? Les bruits, les cris entendus par le voisinage témoignent d'une situation de violence immédiate, non d'un suicide réfléchi. Elle ne criait pas pour mourir, elle criait pour fuir, fuir cet enfer conjugal, échapper à un mari qui semblait capable de tout, jusqu'à la pousser au bord du vide. L'article 427 du Code de procédure pénale dispose que la preuve est libre et peut être établie par tout moyen. La parole des témoins, lorsqu'elle est claire, cohérente et corroborée par d'autres éléments, devient une pièce centrale de l'édifice judiciaire. Alors, n'oublions pas, n'oubliez pas les cris, les verres cassés, le journal, ce journal découvert dans l'appartement. Elle parle de la peur qu'elle éprouvait envers son mari, de la pression psychologique qu'il exerçait sur elle. Aucun passage ne laisse entrevoir une volonté suicidaire. L'article 427 du Code de procédure pénale est ainsi clair, le juge statue d'après son intime conviction. Ignorer ces preuves, ce serait refuser d'entendre la voix de celle qui, de son vivant, n'a peut-être jamais osé parler. Mais monsieur n'était pas violent. Il n'avait jamais levé la main sur son épouse. Mais faut-il voir la tempête pour croire à l'orage? Les plus grands bourreaux ne crient pas. Ils murmurent. Ils ne frappent pas en public, mais lorsque les portes se referment, qui entend les silences qui blessent? Qui voit les regards qui glacent? Alors oui, l'autopsie ne révèle aucune trace de lutte, aucun signe d'auto-agression, mais justement, si elle s'était jetée volontairement, on s'attendrait à des signes avant-coureurs. Plusieurs études sur le comportement suicidaire affirment que les personnes qui passent à l'acte manifestent souvent des signaux préalables. Or ici, rien de tout cela n'apparaît. Il ne s'agit pas d'un homme ordinaire. Monsieur Cité est un ancien magistrat. Il sait ce que vaut une preuve, il sait
comment orienter une enquête, et il sait aussi ce qu'il faut effacer. N'est-ce pas troublant que l'historique informatique de véracité ait été modifié, que le dernier message vocal ait été effacé, qui, mieux qu'un homme de loi, saurait comment ne laisser aucune trace compromettante? Les enquêteurs révèlent également un tapis déplacé de manière étrange. Pourquoi ce tapis était-il déplacé? Et s'il s'agissait en réalité d'une tentative manifeste d'altérer les faits? La Cour de cassation, le 16 mai 2012, souligne que toute manipulation ou dissimulation d'éléments de preuve participe à l'obstruction de la vérité. Alors je vous repose la question. Pourquoi ce tapis était-il déplacé? Alors me direz-vous, le manque de preuves matérielles irréfutables, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de lutte, aucun témoin oculaire, et rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'il l'a précipité dans le vide. La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2024, rappelle l'absence de distinction entre les preuves directes et indirectes. Ce serait une erreur, une grave erreur de ne pas prendre en considération ces preuves. Le droit exige des indices graves et concordants. Or ici, ils sont accablants. Sur un balcon, Juliette murmurait à Roméo des mots d'amour, rêvant d'un avenir à deux. Là où Shakespeare écrivait la promesse d'un amour éternel, cette nuit-là, seule la gravité a tranché. Pourquoi ce balcon est-il devenu son tombeau? La réponse se cache entre les lignes de son journal, dans les cris entendus cette nuit-là, dans l'empreinte laissée sur la rambarde, mais surtout dans le silence de celui qui, aujourd'hui, prétend ne rien savoir. En 2018, à Lyon, une femme a chuté d'un immeuble. Son mari a immédiatement plaidé le suicide. Il a parlé d'une femme instable et pourtant, la justice a creusé. Elle a découvert des cris avant la chute, des disputes, des éléments troublants dans l'appartement. Elle a compris que cette femme n'avait pas sauté. Elle avait été poussée. Madame Cité n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Isabelle, 51 ans. Sandy, 34 ans. Maïva, 20 ans. Vera, 56 ans. Combien de drames faudra-t-il encore avant que nous ouvrions les yeux? Les féminicides ne sont pas de simples tragédies isolées, ils sont un fléau, un cauchemar qui se répète. Depuis le 1er janvier 2025, déjà 32 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Madame Cité n'est pas un fait divers, elle est une femme qui, comme tant d'autres, a vu son existence se refermer comme un piège jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien d'autre que la chute. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un suicide. C'est un meurtre. Au regard de la personnalité de Monsieur Cité, retraité et ancien magistrat, une condamnation de 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 10 ans apparaît non seulement justifiée, mais nécessaire pour rendre justice et marquer la gravité de ses actes. Un suicide, un mari attristé, une femme dérangée. Voilà le miroir que l'on veut vous imposer. Pourtant, regardez de plus près, on y voit une fissure, puis une autre, et encore une autre. Ce miroir qui vous semble si beau de loin n'est que mensonge de près. Alors, méfiez-vous des apparences et osez approcher, osez regarder entre les failles et surtout, osez lui demander. Miroir, mon beau miroir, révèle la vérité que l'on veut nous cacher ce soir.